Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information à la une de l'actualité martiniquaise. Après l'annonce de Jean-Philippe Nilor sur l'impossibilité de garantir au personnel de la collectivité territoriale de Martinique les salaires de février, nous avons posé la question au porte-parole de la CTM, Daniel Marie-Sainte. Malgré le changement de comportement et la diminution des abandons, les chiens errants restent présents en Martinique. Nous nous sommes intéressés à la gestion de ces animaux. Et nous avons rencontré Maher Boroua, un jeune virtuose martiniquais de passage sur l'île. Nous développerons ces titres dans le journal. Et notre invité ce soir est docteur en entomologie, l'étude des insectes. Il est chef du service de démoustification de la CTM et de l'ARS. Nous ferons un point sur le Zika avec le docteur André Yebakima. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Ok, merci. Débutons cette édition en bref. L'affaire du Céregmia a rebondi ce matin. Cette enquête pour détournement de fonds et escroquerie en bande organisée avait été lancée il y a 2 ans pour comprendre la destination des fonds européens versés pour les travaux de laboratoire de l'Université des Antilles. Les différents protagonistes de ce dossier sont de nouveau auditionnés. Ce matin, avant 9 h, Fred Selimen s'est présenté au SRPJ sous le coup d'une information judiciaire pour escroquerie et détournement de fonds en bande organisée. Le directeur du Céregmia était venu accompagné de son avocat, maître Riva Rosier. Quinvin Longossa, le directeur adjoint du Céregmia, deuxième homme visé par l'enquête, n'était pas présent. En revanche, Pascal Safache s'est également présenté au SRPJ vers 9 h 30 avec son avocat, maître Raymond Hauteville. Les 2 hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les malversations présumées de ce laboratoire de recherche de l'université. Poursuivant en politique, le vice-président de l'Assemblée de Martinique, Jean-Philippe Nilor, indiquait récemment dans une interview accordée au journal France Antilles que le paiement des salaires de février n'était pas garanti au personnel de la CTM. La raison ? Le déficit financier de la collectivité plus important que ce que l'équipe en place avait imaginé. Manuela Montlouis a posé la question à Daniel Marie-Sainte, élu à la CTM et porte-parole de la collectivité. Reportage. Après l'élection de la collectivité territoriale de Martinique, les conseillers sont nombreux à dénoncer le déficit financier de cette nouvelle organisation politique. Des lignes de trésorerie ont dû être dégagées pour le paiement des salaires. Pendant les 2 dernières plénières du conseil régional, moi j'étais chef de l'opposition. J'ai alerté l'opinion publique sur le fait qu'il y avait beaucoup de gaspillage financier qu'ils faisaient. Et dans ma dernière intervention, dans l'ex-région, au mois de novembre dernier, nous avons dit qu'avec tous ces engagements, tous ces gaspillages financiers, la région courait le risque de se terminer en déficit. Maintenant, le président Magali est en train de faire l'inventaire. Il y aura un audit fait par des organismes indépendants et nous donnerons toute la vérité. Mais en ce qui concerne les salaires, c'est pour nous une question de principe. Les salaires sont prioritaires et tous les collaborateurs de la collectivité territoriale de Martinique auront leur salaire en temps et en heure. Nous allons œuvrer, c'est une priorité pour nous. Là où nous sommes inquiets, c'est pour tous ces engagements qui ont été pris par les présidents précédents et qui nous ont laissé en héritage. Bien, nous allons devoir trouver des solutions pour pouvoir faire face à ces engagements. Pour voir ceux qui peuvent être annulés, ceux pour lesquels les engagements sont déjà très fermes, mais il faut qu'ils comprennent que nous trouvons une situation et les créanciers de la région devront comprendre qui sont les responsables et que nous aurons à cœur de faire face à nos obligations, mais en tout cas, nos collaborateurs, je suis en mesure de les rassurer. Le salaire de décembre a été payé. Le salaire de janvier sera payé et ceux des mois suivants, c'est tout pour nous une priorité. Les résultats de l'audit permettront à la nouvelle équipe de mieux prévoir l'avenir et d'assurer la conduite des missions de la CTM. Et de la politique toujours, le président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, a visité le SDIS de la Martinique, le service départemental d'incendie et de secours. Il en a profité pour confirmer Belfort Birota, qui l'accompagnait, nouveau président du SDIS en 2015. Les sapeurs-pompiers de Martinique ont réalisé 30 473 interventions. Alfred Marie-Jeanne a rappelé qu'il accompagnerait le SDIS sur les projets d'investissement. Un reportage de Manuela Montlouis. Le jeudi 7 janvier, le président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, accompagné du nouveau président du SDIS, Belfort Birota, a rendu visite au personnel du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Au cours de cette rencontre, l'édilité a visité le centre de traitement de l'alerte, là où se gèrent toutes les demandes de secours de l'île.
J'ai été fraîchement élu président du 10 par la volonté, désigné par la volonté du président Marie-Jeanne. Bien sûr, il doit, en tant que président, me donner une feuille de route. Mais étant donné que je connais le 10, je peux simplement dire que nous avons des chantiers qui sont prioritaires dans le système d'alerte. Ce sera notre premier gros chantier. Ensuite, nous attaquerons la construction des casernements. Étant entendu, tout cela en fonction naturellement de nos moyens financiers. Donc j'attends de voir ce que le président donnera comme moyens supplémentaires pour pouvoir envisager de développer notre programme. Vous êtes des collaborateurs et des collaboratrices en ce domaine. Et nous ferons tout pour vous aider en cette matière, selon ce que j'ai déjà rappelé. Voilà ce que je tenais à vous dire objectivement. Vous pouvez compter sur nous. Ce ne sont pas des vœux pieux, c'est mon passé qui plaît pour nous. Et il restera au conseil exécutif de M. le Président à faire de mon mieux pour convaincre les autres. Parce que, c'est pas moi que vous allez dire ça. Je sais la situation financière. Et je sais que cette situation financière ne dépend pas de nous. Elle dépend des collectivités qui n'ont pas respecté leurs engagements. Dans la démarche du projet d'établissement, la modernisation de cet outil d'aide à la décision demeure la priorité de tous les chantiers à venir. Outre ceux déjà lancés depuis 2010, le nouveau président du SDIS compte apporter les réponses adaptées en corrélation avec sa feuille de route. Sans transition, parlons de la gestion des chiens errants en Martinique. Même si leur nombre a diminué, ils sont toujours présents dans les rues de Fort-de-France ou d'ailleurs. Des services existent dans les mairies pour gérer cette population, mais chacun peut avoir le bon réflexe. Un reportage de William Zali. Il y a des chiens errants en Martinique, que devrions-nous faire? Une meute de chiens sur la voie publique, et la meute, il ne faut pas compter une vingtaine de chiens. Une fois qu'on est à 2-3 sujets, on peut déjà parler de meute. Soit ils sont partis de chez leurs propriétaires, ils ont échappé à la vigilance de leurs propriétaires, ou soit, là on parle d'animaux divagants, ou soit ils sont errants, ça veut dire qu'à un moment ils ont été abandonnés. Ils ont eu un propriétaire à un moment donné, mais ils ont été abandonnés, donc il faut qu'ils se débrouillent pour pouvoir se nourrir. Alors quand c'est dans la campagne, ça entraîne ce qu'on entend souvent par les éleveurs, les attaques sur les troupeaux. Quand c'est en ville, en milieu urbain, ça peut créer des désordres ou ça peut mordre. Il peut y avoir des morsures sur humains. Et puis, ça crée plein de bruit, plein de nuisances, ça peut créer des accidents, ça peut générer pas mal de choses. Pour bien enrayer le problème de l'errance et de la divagation, il faut visualiser ça comme une chaîne. Une chaîne, il y a des maillons. La mairie est un maillon parce qu'elle a une responsabilité de pouvoir capturer les animaux en errance et en divagation. La fourrière est un autre maillon parce qu'elle a une mission qui est de gérer tous les animaux qu'elle reçoit. Elle a aussi une mission de rechercher les propriétaires si jamais les animaux sont identifiés. La SPA est un autre maillon parce qu'elle est là pour justement pouvoir récupérer les animaux des propriétaires responsables et pouvoir les mettre à l'adoption pour d'autres propriétaires responsables qui deviennent des propriétaires responsables. Le propriétaire est un maillon fort également, puisque lui aussi doit veiller à ce que quand il a adopté un animal ou quand il a acheté, quand il a fait l'acquisition d'un animal, qu'il puisse le garder chez lui, l'éduquer et faire ce qu'il y a à faire. Et comment pouvons-nous réagir? C'est de contacter sa mairie ou son service de police municipale ou son service environnement, mais le premier réflexe à avoir, c'est la mairie, puisque c'est le maire qui est en charge de pouvoir assurer la capture des animaux sur le territoire. Et parlons maintenant musique. Maher Boroua était en Martinique le week-end dernier. Il jouait avec Ralph Tamar pour un concert caritatif. William Zali l'a rencontré. Portrait. Maher Boroua, jeune virtuose martiniquais qui a découvert le piano dès l'âge de 4 ans, comme nous l'a indiqué son père, était au pays le week-end dernier, juste le temps d'un concert unique à but caritatif organisé par le Rotary Club du Lamentin. Pour mieux le connaître, nous l'avions rencontré quelques heures avant sa prestation avec des musiciens de renom. Son père, Renaud Boroua, n'assiste pas à ces concerts. J'assiste pas à ces concerts. Je suis toujours en arrière-plan. Parce que la référence
pour lui, c'est que je sois celui qui lui amène la réalité des choses, pas le résultat du concert. Il a toujours attendu ça de nous, que l'on soit critique à son égard. Donc les concerts, je suis souvent en coulisses parce qu'il a besoin qu'on lui ramène des choses que d'autres ne peuvent pas lui amener. Rapprochez-vous, dis-moi, dis frère, bah moi la main, vini et puis moi pour nous dire tout le monde. Maya m'a contacté il y a peut-être 2 ans pour faire un concert Françofolie. Voilà, c'était au CERMAC et donc depuis on a continué la route ensemble et puis à chaque fois qu'il est au pays, il m'appelle pour faire soit des percussions ou de la batterie. Le choix du jazz a été aussi assez naturel parce que mes parents sont des mélomanes. Ils adorent le jazz et aussi la pop, la variété internationale, mais le jazz, c'est vrai, a une place toute particulière dans la discographie familiale. Et puis c'est très jeune que je me suis mis à écouter ça. Je suis allé au conservatoire pour approfondir les connaissances en jazz que j'avais et que j'avais commencé à acquérir avec Claude Césaire et Claude Danis. Je continue à étudier dans l'école Berklee College of Music à Boston pour encore emmagasiner plus d'expérience, de théorie, de jeu, quoi. Et être aux États-Unis pour le jazz, c'est une chance que j'agrippe avec force et détermination. Aujourd'hui, Maher Boa est reconnu sur les scènes du monde entier grâce à son talent. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, le docteur André Yebakima. Nous vous en avons déjà parlé, le Zika transmis par les moustiques est arrivé sur le territoire. Lundi, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a lancé l'alerte sur la circulation active du virus sur l'île. 12 cas ont été confirmés alors que les analyses biologiques de 150 autres cas suspects sont en cours. L'alerte épidémique n'est pas déclenchée, mais l'ARS lance un appel à la vigilance et à la mobilisation de tous. Rappelons-le, le Zika se propage par le moustique tigre, très présent aux Antilles. André Yebakima, vous êtes docteur en entomologie et responsable du service de démoustication de la CTM et de l'ARS. Alors, que se passe-t-il en Martinique avec cette épidémie du Zika? Alors, qu'est-ce que se passe-t-il en Martinique avec ce moustique? Oui. L'Aïdès aegypti, ce n'est pas le moustique tigre, l'Aïdès aegypti, donc c'est vraiment le moustique tigre, c'est une autre espèce, une autre variété qui sévit actuellement au niveau de la France métropolitaine. Mais nous, ici, on a l'Aïdès aegypti. Notre Aïdès aegypti qui transmet la dengue, qui transmet le chikungunya et qui aujourd'hui, en tout cas, transmet donc le Zika. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais il se trouve que depuis quelques années, le Zika, en tout cas ce microbe, ce virus qu'on connaît depuis de nombreuses années, parce qu'en fait, il est connu depuis 1947. En Ouganda. D'accord. Et c'est tout récemment qu'il y a eu des épidémies. La première grosse épidémie bien décrite en 2007 dans les petites îles de Micronésie, et puis 2013-2014 le Pacifique, et puis 2015 le Brésil, jusqu'à ce jour, donc le Brésil. Voilà. Donc le virus gagne du terrain, mais le virus gagne du terrain, il s'implante là où il y a déjà le vecteur, c'est-à-dire notamment dans le moustique Aïdès aegypti. Et le Brésil, donc c'est la région Amérique, donc du Brésil, donc la Caraïbe. Nous sommes dans cette région et puis voilà donc le 18 décembre en Martinique, nous avons identifié notre premier cas autochtone, d'accord. Et depuis donc voilà, le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Et donc c'est pour cela qu'effectivement donc l'ensemble des autorités, en tout cas sanitaires et politiques, réunies autour de ce qu'on appelle la cellule de gestion, s'est réuni vendredi dernier dans les locaux de l'ARS autour du préfet de région, en présence du conseiller exécutif de la CTM en charge des problèmes de santé, en présence du directeur général de la santé, donc voilà, pour prendre en tout cas les décisions qui s'imposent et surtout effectivement pour appeler tout un chacun en tout cas à la mobilisation. Mais quelles sont les conséquences du Zika sur l'être humain? C'est vrai que donc, on peut dire schématiquement, donc le Zika sur le plan clinique, donc c'est vrai que c'est de la fièvre, c'est quelques courbatures, c'est des éruptions cutanées, donc des petits boutons qui apparaissent sur la peau, mais c'est surtout, et ça on le sait depuis quelques années, depuis l'épidémie du Pacifique, c'est surtout des malformations qui peuvent apparaître chez le fœtus, c'est-à-dire donc l'enfant qui va naître peut avoir des malformations, notamment au niveau du cerveau.
Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence grave qu'on connaît, c'est des atteintes neurologiques. Donc voilà, donc des manifestations neurologiques. Donc des personnes peuvent être, en tout cas, passer un long séjour dans des services hospitaliers. Donc c'est parce qu'il y a ces deux manifestations qu'on redoute effectivement cette maladie qu'on appelle le Zika, sachant que, comme pour la dengue, comme pour le chikungunya, il n'y a pas aujourd'hui de vaccin efficace, il n'y a pas de vaccin du tout, il n'y a pas de médicaments efficaces, d'accord. Donc c'est vrai que c'est pourquoi on dit le seul moyen, la seule prévention, c'est détruire le moustique par les moyens qu'on connaît déjà, puisqu'on l'Aedes aegypti, ce n'est pas un moustique nouveau pour nous ici en Martinique, donc c'est pourquoi on a en tout cas lancé cette sonnette d'alarme, donc pour essayer de... Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on bouge le plus rapidement possible. Mais doit-on craindre une propagation incontrôlable et une épidémie ? Ben oui, vous savez, nous avons commencé par un cas confirmé. Oui. Bon, là, vous disiez tantôt qu'on était à 12. Vendredi prochain, on va avoir les nouveaux chiffres. Oui. On sera sûrement, en tout cas, au-delà de la vingtaine. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais vous avez des cas, vous savez, la maladie aussi se manifeste chez certains individus. Ils ne développent pas la maladie. C'est-à-dire qu'ils sont malades, effectivement, sans se connaître. On dit qu'ils sont asymptomatiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons une épidémie donc, de Zika. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est maintenant qu'il faut bouger. Il ne faut pas attendre. Ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas un mois, ce sera tout tard. Et c'est pour cela qu'effectivement, suite à la réunion qui a eu lieu donc, vendredi, ben, c'est vrai que au niveau des municipalités, au niveau des grands établissements tels que Cap Nord, l'Espace Sud, la CACEM, il y a des choses qui vont se mettre en place. Nous avons une rencontre demain avec la CACEM, demain après-midi avec l'Espace Sud, pour essayer en tout cas ensemble de mettre en place des choses. Assez prochainement, en tout cas, au niveau des grandes institutions telles que la CTM, il y a des choses qui vont être, qui vont être décidées. Nous avons interpellé le rectorat pour que là aussi, à son niveau, à leur niveau, qu'on puisse vraiment très rapidement bouger, ne pas attendre un mois. Un mois, il sera trop tard. Donc voilà, et ça c'est au niveau collectif et au niveau individuel. C'est vrai que tout un chacun fait ce qu'on lui demande toujours, c'est-à-dire que faire la chasse au gîte à moustiques, la protection individuelle, surtout effectivement les femmes enceintes, donc se protéger, les raquettes anti-moustiques, dormir sur moustiquaire, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment comme ça, à ce prix, que nous pourrons mettre la Martinique, en tout cas à l'abri d'une mauvaise épidémie de Zika. On a connu déjà une forte épidémie de dengue en 2010, avec quelques victimes. On a connu le chikungunya en 2013, en 2014, et on n'avait vraiment pas besoin de Zika. C'est à nous, tous ensemble, de faire quelque chose pour mettre la Martinique à l'abri d'une grosse épidémie de Zika. Mais alors, individuellement, comme vous le disiez, qu'est-ce que les Martiniquais peuvent faire comme geste pour se protéger chez eux ? Est-ce qu'il faut éloigner certaines choses de la maison? Est-ce qu'il faut... Alors, qu'est-ce que les Martiniquais doivent faire? Doivent faire. Je veux dire que notre Aedes aegypti, on dit que c'est un moustique domestique. Il se développe dans les gouttières. Qui doit nettoyer ma gouttière? D'accord? C'est l'individu qui doit nettoyer sa gouttière. Oui. D'accord? Au niveau individuel. Les dessous de peau, les vases à fleurs, tous les déchets qui traînent, ça c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, vous avez dans les grands immeubles, dans les écoles, dans les établissements, vous avez des gouttières, vous avez des chenaux. Là aussi, donc, qu'on va entretenir tout ça. Vous n'avez pas d'eau chez vous, vous avez des moustiques. Dormir sur moustiquaire, utiliser des répulsifs, utiliser des raquettes anti-moustiques, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment en conjuguant tous ces efforts, effectivement, que nous allons baisser la population de moustiques. Et si nous baissons la population de moustiques, il n'y aura pas la transmission, c'est-à-dire que le virus ne va pas passer d'individu malade à individu sain, parce qu'il faut absolument l'intervention de moustiques. Oui. Le Zika n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas parce que j'ai le Zika et que, en embrassant ma compagne, que je vais lui transmettre le Zika. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est que par le moustique. Par contre, c'est que par le moustique. Donc il faut casser la chaîne, effectivement, donc c'est lutter contre le moustique. Très bien, merci Dr André Yebakima d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu donner les conseils aux Martiniquais. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zoom. À demain.